Bonjour à tous, bienvenue sur biomédis.fr pour la première vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles Burban. Bonjour. Nous sommes au 104 où se trouve une pépinière qui abrite la start-up de Gilles qui s'appelle Polypop. Donc Gilles, tu vas nous parler de ce qu'est Polypop, mais d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors oui, je suis Gilles Burman, je suis architecte de formation. Je ne suis ni scientifique, ni biologiste, pas même ingénieur. Et pourtant, j'ai dévié ma pratique de l'architecture, du design, vers les biotechnologies en m'intéressant à la nature des matériaux qui nous environnent. J'ai donc pendant 10 ans eu un parcours d'architecte un peu atypique à faire des constructions éphémères. J'ai toujours été passionné de modélisation 3D et de vivant. Et un jour, la conjonction de tous ces sujets d'intérêt ont fusionné pour me faire considérer les mycotechnologies comme des solutions d'avenir pour la construction. Alors, mycotechnologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, myco, donc a priori la mycologie, les champignons qui étonnamment sont en règne à part. Peu de gens le savent encore aujourd'hui, mais les champignons ne sont ni des végétaux ni des animaux. On le sait depuis 1969, c'est un règne tout à fait autonome et un des plus riches du vivant, un des plus anciens aussi. 700 millions d'années de recherche et développement, pourrais-je dire, selon la formule, mais c'est aussi la plus grande biomasse de la planète. Et on connaît aujourd'hui encore des traces des inventions des champignons dans beaucoup d'autres formes. Cette forme en réseau, ce network qui ressemble à notre cerveau autant qu'à Internet, est une invention du monde champignonneux, mycologique. Donc. D'accord. Et donc, avant de nous dire quelle est la philosophie de ta startup, Polypop, peux-tu nous dire ce que veut dire Polypop, peut-être? Alors, Polypop, c'est l'idée d'un design foisonnant qui, sur un tissu systémique, vient trouver plein de solutions extrêmement variées et colorées. Et donc, il y a cet aspect poly, et puis pop, comme un pop-up, comme quelque chose qui surgit et qui émerge. Et Polypop, effectivement, ne s'attache pas ou à un marché, ou à un objet, ou à un produit, mais bel et bien à développer un foisonnement de solutions autour d'un tronc commun, fongique, évidemment, mycologique. D'accord. Donc, nous sommes ici au 104. Pourquoi le 104, en fait? Alors, 104 a ouvert en 2012, en septembre 2012, un incubateur qui a une spécificité, c'est d'être ouvert à des gens qui ont un parcours plutôt artistique qu'un parcours technique. Les autres incubateurs parisiens sont plutôt ouverts à l'ingénierie et à ce genre de parcours. Et effectivement, ici, on a la possibilité de transformer un essai qui est rarement mis sous les projecteurs, c'est de passer de la pratique artistique vers une pratique industrielle et technologique. Et donc le 104 est le lieu parfait pour ça, c'est le lieu d'un croisement des genres qui est sûrement le meilleur endroit pour incuber ce genre d'idées, précisément. D'accord. Alors, l'idée, justement, de Polypop, c'est quoi? Quelle est sa philosophie? Et pourrais-tu nous dire aussi quel est le lien avec le biomimétisme? Okay. Alors la philosophie de Polypop est simple, comme je vous l'ai déjà dit, je suis architecte de formation et je me suis posé la question de si on pouvait fabriquer des matériaux et un environnement plus sain. Et c'est en regardant vers la nature que finalement j'ai initié une démarche biomimétique, mais sans mettre nécessairement tous les mots et le lexique dessus. Mais j'ai cherché dans la nature les solutions pour résoudre les problèmes du présent et d'essayer de faire un transfert des inventions et des technologies de la nature dans une technologie humaine qui se voudrait à la fois très sophistiquée, mais également très simple dans sa mise en œuvre. Au sein de Polypop, j'en suis absolument convaincu, la recherche et développement ne vaut que si elle est socialement partagée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la pratique qui découle de ce travail de recherche doit être partageable. C'est la philosophie de Polypop et c'est pour ça qu'on s'intéresse énormément aux pratiques agricoles pour les détourner de leur objectif, de l'alimentaire, pour aller vers la construction. Effectivement, dans la nature, on a repéré que les champignons étaient une source à la fois de matière et puis une façon de la fabriquer tout à fait originale et très prolifique.
le champignon dans la nature est la première biomasse au monde. On conserve dans notre vocabulaire des expressions comme ça pousse comme des champignons qui retracent la vitesse et l'abondance avec laquelle les champignons sont capables de fabriquer de la matière organique. Ces critères de sélection ainsi que quelques autres ont permis d'identifier le champignon comme étant une véritable source stratégique pour fabriquer de nouveaux matériaux. Ils ont en effet beaucoup d'autres qualités que celle de pousser rapidement, mais ce sont les deux premières qui sont les éligibles, qui sont les plus importantes. Les champignons d'abord ont colonisé à peu près tous les milieux de la planète. Ça en fait un être, on va dire, industriellement intéressant parce qu'il est capable de s'adapter à un très grand delta de conditions de culture. Les champignons également sont adaptés à tous les climats, donc en termes de température, de pH de la terre, de dureté du sol alcalin, sol acide, ils sont capables de s'adapter à tout. Et ils ont réussi à s'adapter aussi à toutes les concurrences possibles et imaginables, vivantes ou de matière physico-chimique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de détruire des organismes qui pour eux sont pathogènes, comme les bactéries fécales humaines, les Escherichia coli et plusieurs autres, et ils sont capables de se débarrasser dans le sol, alors qu'ils sont en croissance, des matériaux qui vont bloquer ou freiner leur croissance. Donc typiquement des métaux lourds dont ils ne savent pas quoi faire, qui vont expulser dans le carcophore, ou alors lorsqu'ils vont rencontrer un hydrocarbure ou bien un organochloré, une très longue chaîne de carbone, eh bien pour arriver à continuer à croître et à ne pas être bloqué par cette substance chimique, eh bien il va, comme il le fait avec la cellulose ou la lignine, il va casser les chaînes de molécules, dénaturer cette longue chaîne et rendre ces briques à la fois plus simples et à nouveau accessibles pour les plantes. Ces propriétés qui en font de cette plante sa profite, donc qui détruit son environnement, qui digère son environnement pour la transformer en nutriments, eh bien on va utiliser ces propriétés, les mêmes, mais non pas pour fabriquer de la mobilité de nutriments, mais pour utiliser cette capacité à dégrader des matières extrêmement sophistiquées qu'aujourd'hui on considère comme des déchets, à savoir typiquement des matières lignocellulosiques que sont les déchets agricoles, qui sont le plus gros volume de déchets en France, 300 millions de tonnes, et hypothétiquement également des déchets plastiques et de façon tout à fait sûre des hydrocarbures qui sont la plus grande pollution en France. Il y a 3600 sites pollués en France à peu près et la pollution majeure est celle aux hydrocarbures dans le sol. Là-dessus, les champignons seraient d'une aide première et c'est ce qu'ils font de mieux dans la nature et dans la nature, c'est eux qui le font le mieux aussi. Ce qui justifie très largement de considérer qu'il y a une stratégie industrielle qui puisse s'inspirer des champignons dans la nature. Donc on utiliserait la nature pour réhabiliter des terrains qui ont été pollués par l'homme et on utiliserait donc les champignons pour rétablir le biotope. Rétablir un cycle de vie des matériaux. Si on peut les utiliser pour dépolluer les sols, comme je vous le disais, si en avançant dans le sol, il digère son substrat, il digère son environnement, eh bien en fait, il se lie aussi à lui. Donc oui, d'un côté, on peut dépolluer les sols, mais on peut aussi s'en servir pour détruire de la matière lignocellulosique et la compacter, l'agglomérer, et donc dépolluer et fabriquer avec le même processus, exactement celui qui fabrique l'humus de nos forêts. Donc tu viens nous expliquer que tu as ton terrain que tu as dépollué avec des champignons, mais tu as donc introduit sur ce terrain du vivant. Est-ce que ça ne pose pas de problème par la suite quel est l'enchaînement possible derrière? Alors, travailler avec du vivant est une démarche assez neuve, même si on la connaît depuis fort longtemps. Quand on fait du vin ou de la bière, on sait très bien qu'on travaille avec une matière vivante et que donc il y a une sorte de volatilité et des process et de la façon dont ça va être perçu. Eh bien, c'est tout à fait la même chose. On est habitué à un monde très rationnel, scientifique, où un produit ne bouge pas, il est inerte du début jusqu'à la fin. Et lorsqu'on travaille avec des processus biologiques et vivants, eh bien, on introduit la complexité dans le mécanisme industriel. Et donc, il y a plusieurs choses qu'il faut arriver à manager. À la fois la rectitude des process, les bons choix, la limitation des risques, mais aussi la perception qu'a le produit. La plupart des gens
à qui j'évoque la possibilité de construire dans un matériau qui est à la fois du déchet agricole et de la pleurote sont effrayés par les mots, imaginant sans doute que des pleurotes vont pousser sur leur plaque d'isolation. C'est sans doute artistiquement très intéressant, mais industriellement beaucoup moins, et je comprends l'appréhension des gens. Mais là, ce sont des barrières qu'il faut arriver à franchir, qui sont à la fois des barrières psychologiques et des barrières d'assurance, parce que les assurances ne savent pas comment aborder ce genre de problématique actuellement. Donc c'est une démarche qui est pionnière, elle lève beaucoup de problèmes de fonctionnement, parce que notre monde n'est pas encore complètement adapté à recevoir des produits qui sont potentiellement changeants et qui ont des cycles de vie globalement très courts par rapport à des produits dont on voulait qu'ils durent pour l'éternité. C'est bien ça qui a changé notre monde, et en gérant le cycle de vie des produits, on s'intéresse à la vie et à la mort de ces produits. Et donc, pour résoudre les problèmes de durabilité, eh bien, il faut du coup gérer encore davantage le cycle de vie du produit, et donc du coup tenter d'aborder cette résolution par des modèles commerciaux ou des modèles innovants du point de vue du montage du business. Il faut donc peut-être considérer que si on travaille sur de la matière vivante, il faut rentrer dans des abonnements sur des produits pour arriver à résoudre ce problème de cycle de vie du produit et de sa durabilité. D'accord. Alors, tu es en train de monter cette entreprise, mais y a-t-il un projet sur lequel tu travailles dont tu pourrais nous parler sans dévoiler trop, oui, trop de choses? Même avec enthousiasme. Effectivement, les possibilités de la filière sont assez importantes. On a déjà évoqué la dépollution des sols, la capacité à fabriquer des matériaux de construction comme des panneaux d'isolation phonique ou thermique. Mais ces premiers produits sont assez difficiles à élaborer, on va dire, d'un premier coup, parce qu'ils demandent des certifications et un travail en corrélation avec des laboratoires. Dans un premier temps, peut-être que un travail sur le design est à la fois plus intéressant et plus libératoire. Encore une fois, je suis architecte de formation, donc j'ai une espèce de gourmandise naturelle à vouloir fabriquer des objets étonnants. Donc la première proposition, sans doute, que nous allons faire, c'est celle de la création de la marque Champignon de Paris pour le design, qui fabriquera des objets domestiques simples, isolants, biotolérants, que les enfants pourront manger, même s'ils ne sont certainement pas bons à déguster, et effectivement du mobilier pour les crèches et la petite enfance. Et cette marque Champignon de Paris verra le jour courant l'été. On est en train de structurer le catalogue actuellement pour la mise à disposition des premiers produits courant l'automne 2013. D'accord. Bah, j'espère que tu nous feras la primeur sur biomus.fr, nous montrer ces premiers objets. Avec une immense joie. Très bien. Avant de conclure, est-ce que tu as des références dans ce milieu-là qui t'ont enthousiasmé? Alors, en tant qu'architecte, encore une fois, je sais qu'un travail ne se fait jamais seul, et on est toujours inspiré ou porté par d'autres. Bien sûr, le travail de biomimésis et d'amalgamage des idées, de transfert des idées est toujours très important, mais je tiens à souligner pour mon propre parcours l'importance par exemple du mycologue américain Paul Stamets, qui depuis 30 ans crie, qui veut bien l'entendre, que les champignons vont sauver le monde, et je fais partie du petit cercle de gens qui l'ont écouté attentivement, et je suis absolument convaincu que les champignons vont sauver le monde. Et aussi sans doute l'artiste américain Phil Ross, actuellement exposé à la fondation EDF, et qui travaille sur des matériaux tous organiques, biologiques, et qui depuis bientôt 20 ans essaie de dire qu'il y a une esthétique impermanente qui peut exister, une esthétique de la décompiculture, de la décomposition, et que dans cette transformation du monde sur lui-même, il y a une beauté magnifique, durable et entièrement renouvelable, et qu'il faut savoir la regarder avec un œil nouveau qui cherche un peu moins le clinquant, la dorure, que la beauté du renouvellement perpétuel. D'accord. Et si on veut en savoir plus sur ton travail, est-ce que tu vas donner une conférence où on pourrait t'écouter? Alors j'interviens assez fréquemment effectivement pour parler du projet Polypop et évangéliser sur le fait que les champignons puissent sauver le monde, également sur les bienfaits de l'économie circulaire dans un monde en crise,
où toutes les opportunités sont devant nous et que ce monde a besoin d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et aussi grâce à l'association Biomimicry Europa, à laquelle évidemment j'adhère de cœur et d'esprit. Et donc le 12 juin prochain, au centre SIAD dans le 10e arrondissement à Paris, je présenterai le projet Polypop et vous pourrez m'y écouter à cette occasion. Et pour suivre toute mon actualité, polypop.fr bien sûr, et la page Polypop sur Facebook qui vous informe de toute la dernière actualité. D'accord. Gilles, merci. Merci Olivier. Et à bientôt. Très certainement.